Schrödinger. Dans cette vidéo, on va voir l'équation de Schrödinger pour une particule libre, un électron par exemple. C'est parti. Schrödinger a découvert l'équation qui porte son nom en essayant de trouver une onde dont le comportement est semblable à celui d'une particule libre. Une particule d'onde dont le comportement est semblable à celui d'une particule libre. Oh non, j'aurais lu, voilà. Non. On reprend. Schrödinger a découvert l'équation qui porte son nom en essayant de trouver une onde dont le comportement est semblable à celui d'une particule libre. En gros, il a voulu décrire l'onde qui avait le comportement qu'avait la particule, quoi. On voit que la particule se comportait comme une onde, et bien on lui a associé une onde qui se comporte comme elle. Et du coup, Schrödinger voulait décrire l'équation de cette onde-là, et non de la particule libre qui se comportait comme une onde. Et du coup, voilà, c'est ça que ça dit en fait. Ok. Une particule est libre quand elle est soumise à aucune interaction extérieure. On dit qu'une particule est libre quand il n'y a aucune force qui la fait bouger ou se déplacer, quoi. Ok. Son mouvement peut être caractérisé complètement par sa masse. La particule peut avoir d'autres caractéristiques comme une charge non nulle ou une structure interne. Mais ces propriétés ne jouent aucun rôle en l'absence d'interaction extérieure. En gros, une particule peut avoir plein de caractéristiques. Mais dans le cas où on considère une particule libre, eh bien, la charge n'a aucun truc à apporter, quoi. Et de même que les autres caractéristiques. Par contre, la masse, elle, on peut la décrire comme on faisait avec une particule massive, quoi. On peut l'utiliser, quoi, parce que la masse ne dépend pas de c'est ça que c'est-à-dire, je peux me le relire. La particule peut avoir d'autres caractéristiques. La particule peut avoir d'autres caractéristiques comme une charge non nulle ou une structure interne. Mais ces propriétés ne jouent aucun rôle en l'absence d'interaction externe. Okay. En gros, ils n'interviennent pas, ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact dans le cas où on ne considère aucune interaction externe. Bien sûr, s'il y a deux particules, il y a l'interaction interne entre deux particules. Mais dans le cas où, en tout cas, en dehors de la particule qu'on étudie, le système qu'on étudie, en dehors de elle, eh bien, on considère aucune autre interaction. Comme ça, c'est plus facile de décrire son comportement. Ok. Le mouvement de la particule ou le mouvement de son centre de masse, si elle est composée de plusieurs particules plus petites, est caractérisé par deux grandeurs qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Son impulsion et son énergie. En gros, vu qu'on considère une particule comme un point massique, elle dépend de deux grandeurs. Son énergie et son impulsion. Impulsion qui quantifie son mouvement. Vu que la particule bouge, eh bien pour quantifier son mouvement, on utilise la grandeur de l'impulsion. C'est masse fois la vitesse. Okay. Et du coup, elle est aussi définie par la grandeur qui est son énergie. Okay. Et ils ne sont pas indépendants, ils sont liés bien sûr. L'énergie c'est P sur 2M, tu vois. L'énergie c'est égal à l'impulsion divisée par 2 fois la masse. Du coup, ils sont reliés, quoi, on va dire. Ils sont proportionnels l'une à l'autre. Le mouvement que tu effectues est proportionnel à l'énergie que tu as, ou bien que tu fournis. Et où tu fournis, du coup. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as l'énergie, mais à la fois, tu le fournis, tu vois. Et du coup, voilà, c'est lié. L'énergie et le mouvement est lié pour la particule libre. Comme le mouvement d'une particule est rectiligne, il est naturel de lui associer une onde qui se propage de la même façon. Vu que maintenant on considère la particule libre, eh bien une particule libre en l'absence de force ou d'interaction, eh bien elle avance en ligne droite. Et du coup, il est naturel de dire que l'onde qui lui est associée avance aussi en ligne droite, de manière rectiligne, autrement dit.
Et du coup, bah voilà, c'est quand même utile de savoir ça parce que euh, on va pouvoir décrire l'onde comme si c'était une onde qui se propageait en ligne droite. Vu que la particule, ici, on considère, on considère que son mouvement est en ligne droite. Ok, du coup, voilà. La forme la plus simple qu'on puisse l'imaginer est une onde plane. Donc, voilà. Ok. Un peu de rappel sur le chapitre. Un peu de rappel sur le chapitre des ondes qu'on avait vu en BA1. On va quand même rappeler. D'abord, j'écris quoi ici? J'écris équation de Schrödinger. Ok. Du coup, rappel. C'est quoi une onde plane? Déjà, une onde, est toujours décrite par son équation d'onde. Par contre, une des solutions d'une onde, bref, d'abord, écrivons l'équation d'une onde. De n'importe quelle onde. L'équation, c'est quoi? En fait, l'équation, c'est. Je l'écris en noir, non en bleu. Non, en rouge et en bleu. La dérivée seconde de. Appelons la fonction d'onde, la fonction qui décrit la trajectoire, en tout cas, la fonction qui décrit les positions que peut occuper l'onde au cours du temps et au cours de l'espace, et dans l'espace, et bien, l'équation, c'est quoi? C'est la dérivée de cette onde-là que je vais appeler psi par rapport au temps au carré sera égal à il me semble que c'est la vitesse, mais au carré, je pense. Ouais, il me semble que c'est la vitesse au carré. Vitesse au carré fois la dérivée seconde de cette fonction par rapport à l'espace. On va dire par rapport à x. Ça, c'est dans le cas où l'onde, c'est une onde à une dimension. C'est par exemple une onde de corde. Si c'était à deux dimensions, eh bien, il y aura un vecteur ici pour dire qu'on va dériver dans toutes les directions. Et si c'est une onde trois dimensions, eh bien, ce sera un sphère. Et puis, bah, on aura x, y, z. Ou bien r, θ, phi. Si on travaille en polaire. Si on travaille en sphérique. Du coup, voilà. Ça, c'est l'équation d'onde. Et la solution de cette équation-là, pour les ondes classiques, hein, c'est phi dépend de x et du temps égal à quoi? Il y a deux manières d'écrire. Soit on l'écrit en complexe, car c'est plus facile à travailler en complexe, soit on l'écrit en réel. En complexe, on obtient phi 0 fois une exponentielle imaginaire, bien sûr, k scalaire x plus moins oméga t. En gros, ici, ça c'est la solution de l'équation d'onde. Si tu prends ça et tu le mets ici et ici, tu dérives ça deux fois par rapport au temps et ça deux fois par rapport à l'espace, tu obtiens, on va dire, une relation tu obtiens une relation de dispersion qui te dit que tu as bien fait ton truc, c'est bien qui te dit que cette solution décrit bien une onde parce que une relation de dispersion lie une relation de dispersion va lier la fréquence temporelle et la fréquence spatiale. Elle dira que ces deux-là ont un lien. Et seules les ondes ont un lien entre leur fréquence temporelle et spatiale. Parce que, en fait, déjà, pour avoir une fréquence, il faut être oscillatoire. Et il y a plein de phénomènes oscillatoires. Soit tu oscilles au cours du temps, soit au cours de l'espace. Bon, c'est déjà rare de osciller au cours de l'espace. Mais il peut y avoir des figures qui se répètent au cours de l'espace, tu vois. Mais voilà. Mais un objet, un phénomène ou bien quelque chose qui a les deux, seules les ondes ont les deux. Donc, c'est pour ça que le lien, c'est pour cela que la
C'est pour cela que la relation de dispersion justifie que cette solution est une onde. Et donc, on obtient cette relation de dispersion, je répète, en injectant ça là-dedans et là-dedans. Donc ici, on dérive 2 fois au cours du temps, et ici 2 fois au cours de l'espace. Et puis on obtient la relation de dispersion. Okay. Je fais une pause. Du coup, je reprends. Je ne sais plus où j'étais. Ah oui. En gros, pour résumer, ça c'est l'équation qui décrit la propagation de l'onde au cours du temps et dans l'espace. Et là, sa solution à cette équation-là, et elle nous donne quoi? Elle nous donne, les différentes positions que peut occuper l'onde au cours du temps et l'espace. Elle nous donne une fonction qui décrit, on va dire, qui nous donne la trajectoire de l'onde dans le temps et dans l'espace. Et du coup, voilà. Et en le mettant dans l'équation, eh bien, on obtient une relation de dispersion. Oméga égale à une fonction de K. K, mais en gros, une fonction qui prend en argument K. Et cette relation de dispersion dit quoi? Elle lie non seulement la fréquence spatiale elle lie la fréquence temporelle avec la fréquence spatiale. La fréquence temporelle, c'est le oméga, et la fréquence spatiale, c'est le K. Vu que la spatiale, en quoi du spatial, on parle de position, c'est un vecteur, et donc c'est un vecteur la fréquence spatiale. C'est 2π sur lambda en réalité. Et du coup, voilà, voilà. On obtient une relation entre ces deux-là, ce qui veut dire que l'objet qui a cette relation-là, en fait, pour que ce soit vrai, il faut que ce soit une onde. Et donc, on justifie que ça, c'est la solution à cette équation-là. Et voilà. Et du coup, voilà. Ça, c'est en complexe, mais dans les réels, on peut écrire aussi comme A, ou bien, comment dire, on peut l'écrire comme psi 0, ok, fois cosinus de k fois x moins oméga t plus sinus de k fois x moins oméga t. Voilà. On sait que dans les complexes, cos pour sin, ça fait exponentielle. Donc dans le réel, on obtient ça comme solution. On obtient, voilà. Je pense que, il me semble que c'est voilà, c'est ça qu'on obtient. Et du coup, voilà. Mais le mieux, c'est avec ça parce que c'est plus facile à utiliser. On peut le dériver plus facilement et aussi, voilà, l'intégrer plus facilement. Bref, c'est très joli l'exponentielle. Du coup, voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, oui, c'est vrai. Ah oui, voilà. Ça, c'est une onde plane. C'est la description. Ça, c'est une onde plane. C'est une onde qui est en plan. On va dire, on décrit l'onde. Enfin, l'onde ici, on la représente comme si c'était un plan qui se propage. On peut le dire que c'est un sphère qui se propage. On peut dire que c'est une ligne qui se propage, tu vois. On peut dire que c'est une ligne droite, ou bien un plan, ou bien un sphère, tu vois. Ça dépend. Le plus précis, c'est un sphère, mais sauf que des fois, enfin, ça dépend. Hein. Il y a des ondes linéaires, des ondes planaires et des ondes sphériques, ou bien, voilà. Sauf que décrire une onde comme si c'était un sphère, c'est compliqué, parce que ça utilise la géométrie et c'est pas trop facile. Alors que quand on approxime, on dit que l'onde, on la décrit comme si c'était des plans qui se suivent, et bien on a une équation plus facile. Et ça, c'est l'équation d'une onde plane. On a vu ça dans le chapitre de l'électromagnétisme. Pour l'onde électromagnétique, on l'avait décrit avec une onde plane. Bon, on veut qu'en réalité, c'est pas ça, c'est juste un sphère et tout. C'est des sphères qui se propagent. Mais bref, voilà. Mais en tout cas, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand la particule libre là, elle subit aucune force et elle a une masse et tout, on peut lui associer comme fonction d'onde une onde plane. C'est la fonction la plus facile on pourrait lui associer parce qu'en fait, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien. Du coup, c'est une particule simple à décrire. Du coup, on associe à l'onde de cette particule qui se déplace en ligne droite à une onde plane. Parce qu'en fait, une onde plane se déplace en ligne droite en réalité. Du coup, voilà. Comme ça ou comme ça. C'est pour ça qu'il y a un produit scalaire. Un produit scalaire entre la direction x
et là où se dirige l'onde. Ici, on a la direction X, ok? Et puis là, il y a l'onde qui se propage suivant ce vecteur K. Et du coup, ben, on va projeter ce K vers la direction X, ok? Et c'est ça que ça donne ici, pour avoir un scalaire. Parce que là-dedans, il doit y avoir qu'un scalaire. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est le produit entre les deux là, mais vu que c'est des vecteurs, on fait leur produit scalaire et puis on obtient la valeur, quoi. Et du coup, voilà. Et pourquoi je parle de ça? C'est que, voilà, l'onde plane a une direction rectiligne. Donc, comme je peux le voir ici, bon, ça c'est pas une onde plane, hein, c'est une onde sinusoïdale, mais genre, si c'était une onde plane, ça aurait été donné, ça aurait donné ça. Genre, c'est vraiment des plans qui avancent en ligne droite. Enfin, là, c'est pas trop en ligne droite, mais voilà. L'idée, c'est vraiment c'est des plans qui avancent en ligne droite. Suivant la direction où l'onde se propage. Ok? Ça, c'est une onde plane. C'est vraiment des plans qui continuent comme ça. Et du coup, la meilleure manière la plus facile de décrire l'onde de ces particules libres qu'on considère, c'est de dire que la fonction d'onde, en fait, l'onde là qui décrit le mouvement de la particule qui avance en ligne droite, hein, est une onde plane. C'est un peu logique quand on y pense, parce qu'en fait, on te dit que le but, c'est de décrire l'onde qui accompagne le mouvement de la particule. Ok? Et ben, la meilleure manière de faire cela, c'est de faire quoi? C'est de dire que, vu que la particule, on la considère sans interaction externe, et aussi qu'elle va en ligne droite, et bien, l'onde, vu que l'onde qui lui est associée lui accompagne, et bien, l'onde va aussi aller en ligne droite. Et au lieu de dire que l'onde a une forme sphérique, une forme linéaire, une forme, bref, autant dire que l'onde, vu que sa seule condition est qu'elle suit la particule en ligne droite, pourquoi pas donner la forme la plus facile pour l'onde? Et la forme la plus facile à étudier pour une onde, c'est une onde plane. C'est pourquoi on considère que c'est une onde plane. Et l'équation de l'onde plane, c'est en tout cas la fonction d'onde associée à l'onde plane, parce que toute onde a une fonction d'onde qui lui est associée. Et donc, la fonction d'onde associée à l'onde qui accompagne la particule libre, sa fonction d'onde est celle-là. Ça, c'est la fonction d'onde des ondes planes. Donc, ici, on considère qu'elle vaut 1. Genre, la norme est 1. Donc, si ça vaut 1, il n'y a que ça. Et si ça a une valeur, il y a ça, du coup. Mais voilà, dans le cours, on considère que, attendez, il fasse que pi 0 vaut 1. Du coup, on va l'enlève. Mais sinon, voilà, t'as compris un peu c'est quoi. Voilà, ça c'est une onde plane. Okay? Et c'est une fonction complexe, bien sûr. Mais en réel, ça donne ça. Cosinus plus sinus. Ça va? Ok. Pour commencer, hein, du coup, on dit que le nombre d'ondes, c'est K. Est relié à la longueur d'onde lambda par 2,19 et à la fréquence angulaire ou pulsation. Bref, on rappelle les formules qu'on a déjà vues dans les précédentes vidéos, dans l'origine de la physique quantique. Et puis on dit que l'onde se propage à une vitesse oméga sur k, appelée la vitesse de phase. Okay. Une phase, c'est l'argument de l'exponentielle. Mais on le comprend mieux quand on parle de cosinus et de sinus. La phase d'un sinus ou d'un cosinus, c'est tout ce qui est dans le sinus ou le cosinus. Par exemple, cosinus de pi, la phase c'est pi. Cosinus de 2pi, la phase c'est 2pi. Cosinus de pi sur 4, la phase c'est pi sur 4. Par contre, cosinus de oméga x, la phase est oméga x. Et oméga x, ça varie, tu vois. X peut prendre des valeurs qu'il veut. En tout cas, la phase d'une fonction trigonométrique, c'est vraiment ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est, voilà. En fait, elle fait quoi, la phase? Elle nous donne un peu des informations sur la fréquence de l'oscillation de l'onde. Une onde, on peut le caractériser par des fonctions d'oscillation, les sinus et les cosinus. Et du coup, la phase du cosinus et du sinus, on va dire, ça nous donne la forme, l'allure de la fonction, enfin, l'allure de l'onde, quoi. L'allure de sa propagation. Grâce à la phase, on connaît la fréquence et la fréquence de la propagation. Ici c'est la fréquence spatiale et temporelle. Quand on a juste une oscillation normale,
par exemple une pendule ou bien un ressort ou encore d'autres phénomènes oscillatoires, eh bien, ils ont comme phase que oméga t, la phase temporelle. Parce que, en fait, leur oscillation, c'est au cours du temps. Alors qu'une onde, il oscille non seulement au cours du temps, c'est-à-dire qu'il répète des choses au cours du temps, il répète des choses au cours du temps, mais aussi, la forme de l'onde se répète aussi au cours du temps. Genre, au cours du temps, il y a l'intensité de l'onde augmente, diminue de la même manière, ou pas, mais aussi, la forme de l'onde se propage, se répète aussi. C'est pour ça qu'une onde a deux fréquences. Une fréquence spatiale et une fréquence temporelle. Et du coup, bah voilà, les deux ensemble forment ce qu'on appelle la phase. Et du coup, là, ici, l'argument du cosinus et du sinus est repris dans l'exponentiel. Et donc, la phase de l'onde plane, c'est tout ce qu'il y a dans l'exponentiel. Pourquoi on parle de phase? En fait, grâce à la phase, on peut définir ce qu'on appelle la vitesse de phase.